Bienvenue dans un nouvel épisode de Mystère et Savoir. Installez-vous confortablement, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui va peut-être changer à jamais votre perception de l'un des événements les plus emblématiques de l'histoire moderne. Le 20 juillet 1969, plus de 600 millions de personnes retiennent leur souffle. L'humanité tout entière est suspendue à une image en noir et blanc, celle du tout premier pas d'un homme sur la Lune. Neil Armstrong, dans un souffle devenu légendaire, prononce ces mots. « That's one small step for a man, one giant leap for mankind ». Un moment inoubliable, une prouesse technologique, une victoire de la science, un exploit gravé dans la mémoire collective. Et pourtant, derrière cette épopée qui a marqué le XXe siècle, se cache un mystère dont très peu de gens ont réellement entendu parler. Un secret profondément enfoui entre les lignes de l'histoire officielle. Une question dérangeante. Comment la NASA, avec ses milliards de dollars, ses ingénieurs de génie, ses protocoles de sécurité ultra rigoureux, a-t-elle pu perdre les vidéos originales de l'alunissage? Pas des copies, pas des images rediffusées à la télévision. Non, les bandes originales, les enregistrements haute définition, captés directement depuis la surface lunaire, perdus, égarés, volatilisés. S'agit-il d'une simple erreur administrative? D'une négligence bureaucratique? Ou sommes-nous face à quelque chose de beaucoup plus troublant? Une dissimulation? Une manipulation? Une vérité trop dérangeante pour être révélée? Dans cette série en 6 chapitres fascinants, nous allons plonger ensemble dans les arcanes de la NASA, revisiter l'alunissage de 1969 sous un nouvel angle, interroger les archives, décrypter les témoignages, et peut-être découvrir ce que l'on ne veut pas que vous sachiez. Alors si vous êtes passionné de vérités cachées, de faits inexpliqués, d'enquêtes aux frontières du réel, abonnez-vous dès maintenant à Mystère et Savoir, activez la cloche pour ne rien rater. Et surtout, likez cette vidéo pour aider d'autres curieux comme vous à la découvrir. Car aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des mystères les plus déroutants de l'ère spatiale moderne. Je suis ta voix mystérieuse préférée, et vous êtes sur Mystère et Savoir. Bienvenue à bord, préparez-vous, le voyage commence maintenant. Ce n'est pas la réalité qui nous échappe, c'est la vérité que l'on nous cache. Anonyme, cité dans un rapport interne de la NASA, 1982. Le silence des archives. Dans les profondeurs climatisées des bâtiments ultra sécurisés du Johnson Space Center à Houston, des couloirs entiers sont dédiés à la mémoire. Des kilomètres d'étagères, des armoires métalliques numérotées, des classeurs scellés et des boîtes hermétiques contiennent des fragments de l'histoire spatiale américaine. Des notes manuscrites d'ingénieurs, des plans de vaisseaux, des photographies argentiques, des combinaisons spatiales et, ou du moins ce que l'on pensait y trouver, les bandes originales de l'alunissage d'Apollo 11. Mais lorsque, dans les années 2000, une équipe d'archivistes et de passionnés tente de restaurer les séquences dans leur version la plus pure, quelque chose d'inhabituel se produit. Les bandes manquent à l'appel. Pire encore, elles semblent avoir disparu depuis des décennies. Et là, une simple question commence à résonner comme une onde sismique dans les cercles scientifiques et complotistes du monde entier. Comment est-ce possible? Lorsque Neil Armstrong pose le pied sur la Lune le 20 juillet 1969, l'image est floue, grise, traversée de parasites. La télévision mondiale retransmet la scène avec une qualité dégradée. Mais ce que peu de gens savent, c'est que l'image originale captée depuis la caméra installée sur le module lunaire Eagle n'était pas censée ressembler à ça. La caméra de l'alunissage enregistrait en un format vidéo appelé Slow Scan Television, SSTV. Un format spécifique, à 10 images par seconde, haute résolution, utilisé pour des raisons techniques liées à la transmission depuis la Lune. Ce signal SSTV n'était pas directement compatible avec les standards de la télévision terrestre. Résultat, au lieu de simplement retransmettre l'image brute, la NASA a installé un écran dans un centre de réception en Australie, à Parkes, où une caméra de télévision filmait littéralement l'écran qui recevait le signal lunaire. C'est cette copie dégradée que le monde entier a vue. Mais les bandes SSTV, elles, étaient censées être enregistrées, archivées, conservées. Et ce sont ces bandes originales, d'une qualité inégalée,
qui sont aujourd'hui introuvables. Le chiffre est vertigineux. On parle non pas d'une cassette ni de deux, mais de plus de 700 bandes magnétiques manquantes. Des bandes sur lesquelles figuraient non seulement les images de l'alunissage, mais également des données télémétriques précieuses, des mesures, des transmissions audio intégrales entre les astronautes et la salle de contrôle, et même des détails environnementaux lunaires. La NASA elle-même a reconnu en 2006 que les bandes étaient déportées disparues, après une enquête interne de plusieurs mois. Mais attention, cette disparition ne date pas des années 2000. Elle remonterait aux années 1980. Pire encore, certaines sources internes affirment qu'elles auraient été effacées et réutilisées pour faire de la place dans les archives. Oui, réutilisées. C'est là que le mystère s'épaissit. Dans une interview datant de 2009, Richard Knafsger, l'un des ingénieurs responsables des télécommunications à la NASA pendant Apollo 11, déclare avec un sourire gêné « Je pense qu'on les a simplement effacées. Les bandes ont été recyclées. On avait besoin de place. » Mais cette explication, aussi absurde que dérangeante, soulève de nombreuses incohérences. Pourquoi effacer les enregistrements originaux du plus grand exploit de l'humanité? Comment une institution comme la NASA, réputée pour sa rigueur, aurait pu commettre une telle erreur? Et surtout, pourquoi aucune alerte n'a-t-elle été lancée plus tôt? Plusieurs chercheurs indépendants, anciens employés de la NASA et passionnés d'archivistique, crient à la dissimulation. Car si la disparition est réelle, l'intention, elle, reste nébuleuse. Certains anciens techniciens ont raconté des anecdotes troublantes. L'un affirme avoir vu des bandes scellées en 1975, stockées dans un entrepôt ultra sécurisé, avec l'étiquette Apollo 11 original. Un autre déclare que des agents du gouvernement auraient vidé plusieurs sections d'archives sans laisser de traces écrites. Une ancienne archiviste raconte avoir reçu l'ordre de ne jamais mentionner les bandes manquantes dans les rapports internes. Et plus étrange encore, une note confidentielle datant de 1986, retrouvée par un journaliste d'investigation, indique que certaines bandes auraient été expédiées à Langley, le quartier général de la CIA, pour des analyses, jamais détaillées. Un autre élément crucial dans ce mystère se trouve à Parkes, en Australie. C'est là que les premières images de l'alunissage ont été reçues avant d'être retransmises vers Houston. Les bandes SSTV auraient été temporairement stockées dans les locaux de la station de réception australienne. Plusieurs employés australiens affirment que la NASA avait demandé le retour de toutes les bandes peu après la mission. Mais selon certaines archives locales, des lots entiers n'auraient jamais été expédiés. Aujourd'hui, des chercheurs australiens fouillent encore les dépôts poussiéreux des universités et des centres de données à la recherche d'un trésor visuel perdu depuis plus d'un demi-siècle. Là où les faits deviennent flous, les hypothèses s'envolent. Certains avancent que les bandes ont été perdues accidentellement, dans un mélange d'ignorance et de bureaucratie. D'autres évoquent une volonté délibérée d'effacer des preuves compromettantes. Des anomalies visuelles dans les images, des objets non identifiés en arrière-plan lunaire, des incohérences dans les dialogues entre astronautes, une reconstitution au sol, jamais révélée. Certains extraits audio récupérés sur des bandes secondaires font froid dans le dos. On y entend des pauses, des silences coupés et parfois des remarques troublantes. Ils nous observent. Ce n'est pas un signal naturel. Houston, on voit quelque chose. Ce n'est pas du matériel de mission. Ces phrases, diffusées dans des cercles très restreints, alimentent les thèses les plus folles. Contact extraterrestre, simulation contrôlée, mission secrète parallèle. Aujourd'hui, ce qui reste de l'alunissage d'Apollo 11, ce sont des copies dégradées, montées pour la télévision, diffusées en boucle sur YouTube et dans les documentaires. Mais la version la plus pure, la plus authentique, celle que les astronautes ont réellement vécue, est perdue. Le mystère des bandes manquantes n'est pas seulement une anecdote administrative. Il nous interroge sur la manière dont l'histoire est conservée, racontée et parfois effacée. Et dans un monde où l'image est la preuve, la disparition des images les plus cruciales de notre ère pose une question vertigineuse. Que cherche-t-on à cacher ou à oublier? On croit que la vérité est transmise par des images, mais parfois, ce sont les silences entre les signaux qui en disent le plus long. Edward Clary.
technicien des communications, Apollo 11. Houston, Texas. Dans les années 60, ce simple mot est devenu un symbole de puissance technologique, d'exploration sans précédent et de contrôle absolu sur l'espace. Le Mission Control Center, cœur battant de la NASA, était le lieu où tout se décidait. Trajectoire, allumage de moteur, procédure d'urgence, communication radio, et surtout, réception des signaux en provenance de la Lune. Ce bâtiment, situé au Johnson Space Center, n'était pas simplement un centre de contrôle, mais un monstre technologique de plus de 20 000 km de câbles, 300 consoles informatiques et une armée d'ingénieurs, analystes, techniciens et militaires. Tout ce qui passait entre la Lune et la Terre devait obligatoirement transiter par ce nexus de données. C'est aussi là que les premiers doutes sont nés. Le chemin qu'a parcouru le signal vidéo d'Apollo 11 est plus complexe qu'un simple direct télévisé. Voici comment cela fonctionnait, étape par étape. La caméra sur le module lunaire Eagle filmait l'alunissage en format SSTV, Slow Scan Télévision, à 10 images secondes. Ce signal était envoyé par antenne depuis la Lune vers la Terre, capté par 3 stations principales, Goldstone, Californie, Honeysuckle Creek, Australie, Parkes, Australie. Le signal était ensuite transformé en direct via un système de conversion analogique. Une caméra de télévision filmait littéralement un moniteur de réception SSTV. Cette version dégradée était alors diffusée en direct sur les chaînes de télévision du monde entier. Mais les signaux originaux, en qualité SSTV brute, devaient être enregistrés sur des bandes magnétiques pour conservation, analyse et archive. Or, ce système repose sur plusieurs maillons sensibles, et chaque maillon pouvait être un point de rupture ou de manipulation. En analysant le fonctionnement du système, certains chercheurs ont remarqué des incohérences étranges. Certains signaux captés à Parkes ne correspondaient pas à ceux transmis depuis Goldstone. Des décalages temporels inexpliqués ont été relevés dans les communications. Des fragments audio apparaissent dans des bandes secondaires, sans vidéo associée. L'ingénieur australien Colin McKellar, spécialiste des transmissions d'Apollo, l'a résumé ainsi. Ce qu'on a vu à la télévision, ce n'est pas ce qu'on aurait dû voir. Et ce qu'on a enregistré a peut-être été intentionnellement écarté. L'analyse des bandes sonores restantes révèle des silences intrigants. Des séquences entières de quelques secondes à plusieurs minutes sont coupées, muettes ou brouillées. Officiellement, il s'agit de perte de signal ou de problèmes techniques. Mais plusieurs anciens techniciens affirment avoir vu des versions sans ces coupures dans les années 70, dans les laboratoires de Langley ou à Houston. Où sont passées ces versions? Certains silences ont coïncidé avec des phrases énigmatiques interceptées sur les canaux de secours. Houston, on n'est pas seul ici. On a des objets qui nous survolent, ce n'est pas l'équipement de la mission. La caméra s'est arrêtée toute seule, recommence la transmission. Ces extraits n'ont jamais été diffusés officiellement. Ils ont été récupérés par des passionnés de radioamateurs, qui écoutaient les fréquences VHF utilisées par les missions Apollo. Stan LeBar, ingénieur principal en charge du système de caméras de la NASA pendant Apollo 11, a donné plusieurs interviews à la fin de sa vie. En 2009, quelques mois avant sa mort, il confia à un journaliste « Je n'ai jamais vu les images originales en SSTV. Pourtant, elles existaient. Elles ont été transmises, reçues et enregistrées. Où sont-elles passées? Je pense qu'elles ont été subtilisées. Pas effacées, pas perdues. Volées, peut-être, ou classées. » Ces propos ont été rapidement marginalisés, puis largement oubliés. Mais dans les milieux spécialisés, ce genre de déclaration est devenu une bombe à retardement. La fameuse conversion SSTV vers NTSC, le format télé américain, s'est faite de manière artisanale. Une caméra RCA a été braquée sur un écran noir et blanc qui recevait le signal. Résultat, perte de résolution, effet de balayage, distorsion. Mais pourquoi ne pas avoir enregistré directement le signal SSTV en haute définition, comme cela était prévu? Pourquoi s'en remettre à une méthode aussi primitive pour un événement de cette ampleur? Certaines sources indiquent que des éléments gênants visuellement ont pu être présents sur l'image brute. La solution? Ne pas la diffuser. Et pire, ne pas la conserver.
Plusieurs ingénieurs en poste pendant la mission ont, selon des documents internes, été sommés de ne pas répondre aux journalistes sur certains aspects techniques, notamment le système de conversion et ses failles, l'existence des bandes originales, les anomalies visuelles dans les premières transmissions. Le docteur Joseph Gutteins, un ancien enquêteur du bureau de l'inspecteur général de la NASA, a déclaré publiquement « La NASA a des protocoles pour chaque incident. » Mais dans ce cas précis, on observe un silence inhabituel, comme si certaines réponses étaient tabous. Lors de la réouverture de l'enquête sur les bandes manquantes en 2006, une équipe menée par Stan Lebar et Richard Nafzger a inspecté les archives de plus de 200 sites de stockage fédéraux. Résultat, aucune trace officielle des bandes. Mais lors de cette enquête, un document interne classé « For NASA Use Only » aurait été retrouvé, contenant une liste de bandes à transférer pour reclassification. Plusieurs analystes pensent que cela pourrait être un indice vers une dissimulation délibérée. En 2009, la NASA annonce officiellement « Après une longue enquête, nous sommes convaincus que les bandes originales d'Apollo 11 ont été accidentellement effacées dans les années 1980 et réutilisées. » Mais le flou persiste. Aucun rapport complet n'a été rendu public. Aucune preuve formelle d'effacement n'a été fournie. Aucune trace logistique du transfert, de la destruction ou de la réutilisation de ces bandes n'a été conservée. Et pendant ce temps, des vidéos restaurées, dites remasterisées, ont été publiées à partir des copies diffusées à la télévision et non des images originales. Certains chercheurs indépendants avancent une hypothèse explosive. Et si le véritable centre de transmission des signaux n'avait jamais été Houston? Et si une copie parallèle du système de communication avait été gérée par un autre organisme, l'US Air Force, la CIA, le NRO, National Reconnaissance Office? Cette théorie s'appuie sur l'existence de circuits de transmission redondants non officiels, des accords secrets de sécurité nationale sur les missions Apollo, des témoignages d'anciens militaires affectés à des missions d'écoute de type Apollo. Ce que cette affaire nous montre, au-delà de la technologie, c'est le pouvoir de l'information. En 1969, posséder les images de la Lune, c'était contrôler le récit. Et contrôler le récit, c'était dominer la guerre froide, affirmer une suprématie mondiale. Alors pourquoi ne pas contrôler aussi ce qu'on laisse disparaître? Et pourquoi pas ce qu'on ne veut pas que le public voie? Dans les entrailles du centre de contrôle de la NASA, parmi les claviers désactivés, les moniteurs éteints et les bandes classées, il reste aujourd'hui un vide. Un vide dans les archives, un vide dans la mémoire collective, un vide dans l'image. Mais ce vide, comme un silence radio-cosmique, nous dit peut-être quelque chose de crucial, quelque chose que l'on n'a jamais osé nous montrer. L'image était plus nette que tout ce que j'avais vu auparavant. On avait vraiment l'impression d'être avec eux sur la Lune. Puis, tout a disparu. Judith Hamilton, technicienne à Honeysuckle Creek, 1969. Lorsque Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune le 21 juillet 1969, heure australienne, les premiers signaux vidéo n'ont pas été reçus aux États-Unis, mais bien en Australie. Pourquoi? Parce que, à ce moment-là, la position de la Lune et la trajectoire du module lunaire faisaient que les antennes américaines étaient mal orientées pour une réception optimale. La station de Honeysuckle Creek, près de Canberra, et celle de Parkes, plus au sud, sont donc devenues les yeux et les oreilles de la planète Terre à ce moment crucial de l'histoire. Et c'est là que tout devient fascinant et troublant. Honeysuckle Creek était une station de communication de la NASA, construite spécialement pour les missions Apollo. Équipée d'une antenne de 26 mètres de diamètre, elle joua un rôle capital durant l'alunissage. Le premier contact vidéo officiel de Neil Armstrong descendant l'échelle du module Eagle a été capté ici. Mais selon plusieurs témoins, ce n'est pas la version que le monde a vue. Les témoignages oubliés, Bill Wood, ingénieur sur place, affirma en 2001 « Les images sur notre moniteur étaient d'une qualité incroyable. On pouvait voir les détails de la combinaison, les grains du sol lunaire, rien à voir avec ce qui est passé à la télévision. » Judith Hamilton, technicienne radio, déclara à la BBC en 1997 « Nous étions fiers de la qualité des images, et soudain, on nous a dit de couper.
qu'un autre flux allait prendre le relais. Puis, plus rien. Un changement brutal de flux. Une consigne venue d'en haut. Et le silence, encore. La station de Parkes, rendue célèbre par le film The Dish, était équipée d'une antenne de 64 mètres, plus puissante que celle de Honeysuckle Creek. Cependant, Parkes ne devait pas initialement être utilisé pour la transmission vidéo directe. Mais à la dernière minute, à cause d'une meilleure qualité de réception, les ingénieurs ont basculé sur Parkes. Ce basculement a tout changé. Un incident météo et une vidéo improbable? Le jour du 21 juillet, une tempête de vent secouait violemment le télescope de Parkes, au point de rendre dangereuse son orientation. Malgré cela, les techniciens ont réussi à capter les images les plus nettes du pas de Neil Armstrong. Mais, selon certains témoignages internes, une copie directe de cette transmission a été enregistrée séparément. Pas en NTSC dégradé, mais en SSTV brut, sur bande magnétique. Et cette copie aurait été envoyée à Houston, puis jamais revue. Les rumeurs abondent depuis des décennies. Les Australiens auraient gardé une copie. Quelqu'un l'aurait enregistrée en cachette. Un technicien aurait vu une seconde version plus claire que la diffusion officielle. En 2006, lors de l'enquête sur les bandes perdues, l'astronome John Sarkisian, alors à la tête du projet de restauration à Parkes, lança une recherche intensive dans les archives australiennes. Ce qu'il trouva, des listes de bobines expédiées aux États-Unis, marquées « Top Priority », Apollo 11 SSTV. Des documents indiquant l'enregistrement d'au moins 2 copies de sécurité. Une bande anonyme, trouvée dans un vieux container de l'université de Sydney, marquée simplement « Apollo 11, Parkes, Uncut ». Malheureusement, cette bande était inutilisable sans le lecteur original, dont le modèle n'existe plus qu'en 1 ou 2 exemplaires au monde. En 1994, un journaliste indépendant, Paul Davies, a interviewé un ancien opérateur de Parkes, sous couvert d'anonymat. L'homme lui a confié « Il y avait des gens là-bas, qui n'étaient ni de la NASA, ni australiens. Ils prenèrent des notes, filmèrent les écrans. Quand la bande a été copiée, ils l'ont mise dans une mallette en métal, pas d'étiquette, et ils sont partis dans un avion militaire. » Cette histoire évoque la possible implication du NRO, National Reconnaissance Office, une agence américaine ultra secrète. Pourquoi un service de renseignement serait-il impliqué dans la collecte d'images lunaires? Et surtout, qu'y avait-il sur ces images que personne ne devait voir? L'une des hypothèses les plus controversées autour des bandes australiennes est celle-ci. Les images originales en SSTV étaient trop nettes, trop claires, trop révélatrices. Certains ufologues affirment que l'image montrait des éléments insolites en arrière-plan, des objets volants stationnaires, voire des structures artificielles à l'horizon. Bien que cette thèse reste marginale, elle est alimentée par des coupures suspectes dans la version NTSC. Des témoignages de radioamateurs affirmant avoir capté des images bien plus détaillées que la version officielle. Une séquence audio non diffusée dans laquelle Armstrong murmure « Ils sont là, ils nous regardent ». Terry White, technicien à Honeysuckle Creek, a consacré les 20 dernières années de sa vie à retrouver une copie personnelle qu'il prétendait avoir faite des signaux SSTV. Dans une interview à la chaîne ABC en 2003, il affirma « Je l'avais. Je l'ai gardé pendant 10 ans dans un coffre chez moi. Un jour, des hommes en costume sont venus, m'ont montré un mandat et sont repartis avec. Depuis, plus aucune nouvelle. » Quand on lui demanda qui ils étaient, il répondit « Je ne sais pas australien, et pas de la NASA. » Terry est décédé en 2005, sans que la bande ne soit jamais retrouvée. Certains ingénieurs avancent une hypothèse plus technique, mais tout aussi fascinante. Il existait 2 signaux parallèles pendant l'alunissage. Le signal public, converti en NTSC. Le signal militaire, en SSTV, enregistré pour des analyses secrètes. Si cette hypothèse est vraie, la NASA n'était pas la seule à recevoir les images. Le signal aurait pu être utilisé par des agences de renseignement, des services militaires pour surveiller les données spatiales, des entités privées collaborant secrètement avec la NASA. En 2015, un collectionneur de matériel scientifique du Maryland déclara avoir trouvé une bande étrange avec la mention Apollo 11, Parkes original,
lors d'une vente aux enchères militaires. Le contenu, illisible. Le format magnétique, obsolète. Le label d'expédition, NASA USAF Joint Tracking Project. Il transmit la bande à une équipe universitaire, mais elle disparut mystérieusement en transit vers l'Australie pour analyse. Le service postal confirma un vol de colis à cette période. Le contenu n'a jamais été récupéré. À ce stade, une chose devient claire. Les stations australiennes ont bel et bien reçu des images de bien meilleure qualité que celles que l'humanité a vues. Ces images ont été enregistrées, et ces enregistrements ont disparu ou ont été sciemment écartés. Mais pourquoi? Qui a donné l'ordre? Et surtout, qui avait-il à cacher? Alors que le ciel de Canberra s'assombrissait ce jour de 1969, les paraboles de Honeysuckle et Parkes ne captèrent pas seulement un exploit technique. Elles captaient le visage réel de la Lune. Et peut-être quelque chose que personne ne voulait que nous voyions. Un mouvement dans l'ombre, un reflet métallique, une présence, un secret enfoui, non pas sur la Lune, mais ici, sur Terre, dans une mallette, dans une cave, dans le silence d'un technicien qui n'a jamais reparlé. Ce n'était pas un accident, c'était un choix. Et ceux qui l'ont fait savaient ce qu'ils faisaient. Stan Lebar, ingénieur principal du système de caméra Apollo 11. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut se rendre à Houston, au Johnson Space Center, et plus précisément au Building 8, un entrepôt technique géré à l'époque par la NASA. C'est là que les bandes SSTV auraient été stockées après leur réception. Ce bâtiment est aujourd'hui connu pour une autre raison. Il aurait abrité pendant un temps des laboratoires secrets partagés avec l'armée américaine. Mais en 1969, il était un simple centre de gestion des archives techniques. Ce qu'on y trouvait, des bandes magnétiques de toutes les missions Apollo, des enregistrements télémétriques, des données médicales astronautes, des fichiers techniques classés par code de mission, et surtout, les bandes originales SSTV d'Apollo 11, celles qui, officiellement, n'existent plus. En 2006, lorsque la NASA lance une enquête interne suite à la pression de chercheurs, journalistes et passionnés, un groupe de spécialistes dirigé par Richard Nafzger est chargé de retrouver les bandes originales. Mais il tombe sur un mur. Aucun inventaire précis n'existe. Des dizaines de milliers de bandes ont été déplacées, fusionnées, renommées. Quelques constats ahurissants. Plus de 200 000 bobines enregistrées entre 1966 et 1980, sans catalogue clair. Plusieurs bandes marquées Apollo 11 SSTV ont été effacées, réétiquetées ou mal stockées. Une note de 1981 mentionne « Les bandes classées SSTV, Apollo, peuvent être réutilisées si besoin urgent. » Une décision de routine selon certains, mais un désastre selon d'autres. Durant les années 1980, la NASA fait face à une pénurie de bandes magnétiques de haute qualité. Les formats data tape, comme les Ampex FR 900, coûtent alors une fortune. Il est donc décidé, en toute simplicité, de réutiliser les anciennes bandes non critiques. Problème, aucune base de données claire ne permettait d'identifier lesquelles étaient critiques ou non. Et c'est ainsi que, dans un silence absolu, les vidéos originales de l'alunissage auraient été écrasées, formatées, réutilisées pour enregistrer des données satellites. Un employé du JPL, Jet Propulsion Laboratory, déclara en 1999 « Il était courant de recevoir des bandes marquées Apollo pour y stocker les relevés météo de satellites NOAA. On ne regardait même pas les étiquettes. » En 2009, après 3 ans de recherche, la NASA annonce officiellement « Les bandes originales SSTV d'Apollo 11 ont été réutilisées dans les années 1980 et ne sont plus disponibles. » Un choc. Mais aussi un aveu d'incompétence, ou pire, un camouflage habile. Les anomalies du rapport. Aucune date précise de destruction. Aucune chaîne de responsabilité claire. Une incapacité à produire un ordre écrit. La mention d'un projet interne lancé sans supervision. Et surtout, l'aveu que même le centre de restauration de Goddard Space Flight Center n'a jamais vu les bandes originales. Certains chercheurs estiment que cette disparition ne peut pas être accidentelle.
Voici pourquoi. Les bandes SSTV d'Apollo 12 à 17 ont, pour certaines, été retrouvées. Des copies d'émissions secondaires, TV converties, sont archivées avec soin. La bande, la plus précieuse de l'histoire de l'humanité, a été laissée sans aucune mesure de sécurité. Est-ce de la négligence? Ou bien une volonté de faire disparaître un document trop sensible? Des rumeurs évoquent un nettoyage interne ordonné par une commission spéciale de l'US Air Force, préoccupée par certains éléments visibles sur les images lunaires brutes. Un autre indice dérangeant vient des documents d'un petit bureau interne de la NASA, appelé STUI, Storage Tape Utilization Initiative. Ce groupe avait pour tâche d'optimiser le stockage de données au sein de la NASA. Une note de 1982 révèle « Les bandes Apollo SSTV ne seront plus classées prioritaires pour préservation. Un consensus a été atteint pour les recycler. » Mais qui a donné cet accord? Et pourquoi, alors que des copies dégradées NTSC existèrent déjà? Une hypothèse surgit. Ces bandes ne servaient plus à rien, une fois qu'elles avaient été nettoyées. Stan LeBar, créateur du système de caméra d'Apollo 11, n'a jamais cessé de se battre pour retrouver les bandes. Il affirma dans un entretien émouvant « C'est une honte, pas pour la NASA, mais pour notre histoire humaine. C'est comme si on avait brûlé la pellicule originale de la déclaration d'indépendance. » LeBar soupçonnait qu'il existait un second lieu de stockage, non déclaré, dans une base militaire. Il chercha jusqu'à sa mort, en 2009, sans jamais retrouver les images. Une autre théorie encore plus sombre circule dans les milieux de l'intelligence spatiale. Les bandes originales auraient été échangées en secret contre des données stratégiques soviétiques durant la guerre froide. Ce serait, selon cette théorie, une manœuvre de la CIA, un échange d'archives classifiées avec le KGB. Le but? Obtenir des photos satellites de bases soviétiques en échange d'un trésor médiatique sans intérêt militaire pour l'URSS. Aussi fou que cela paraisse, aucune trace de cette transaction n'existe. Mais certaines notes confidentielles déclassifiées du département d'État évoquent une opération de transfert d'artefacts culturels audiovisuels sensibles entre 1983 et 1985. Sans plus de détails. En 2009, la NASA, tentant d'éteindre le scandale, commande une restauration numérique des vidéos Apollo 11 en se basant sur des copies NTSC détériorées. Le projet est confié à Lowry Digital, célèbre pour avoir restauré Casablanca et Star Wars. Mais malgré leur savoir-faire, la restauration est incomplète. Beaucoup de séquences sont floues ou manquantes. Des dizaines de secondes sont inexplicablement absentes. Certaines portions semblent avoir été recadrées ou recouvertes. Le responsable de Lowry, Mike Inchalik, déclara « Nous avons fait de notre mieux, mais on sent qu'on travaille sur une version mutilée de quelque chose de bien plus grand. » Au final, que nous disent ces archives? Qu'elles ont été bafouées. Que la vidéo la plus précieuse de l'histoire humaine a été traitée comme un fichier météo. Qu'à aucun moment, personne n'a levé la main pour dire « Et si on gardait ça ?» Ou alors, peut-être que quelqu'un l'a fait. Mais qu'on lui a dit de se taire. Il y a des pertes accidentelles. Et il y a des destructions silencieuses. Quand tout le monde ferme les yeux. Quand l'ordre ne laisse pas de traces. Quand ce qui aurait pu être un héritage mondial devient un trou noir documentaire. La disparition des bandes originales de l'alunissage d'Apollo 11 est peut-être le crime le plus propre jamais commis. Pas une goutte de sang, pas un bruit, pas un ordre écrit, juste le silence. Et une image à jamais effacée. Ce que la NASA a perdu, d'autres l'ont peut-être gardé, et ce qu'on croit disparu n'attend parfois qu'un œil attentif pour renaître. John H. Whiteside, archiviste spatial indépendant. L'alunissage d'Apollo 11 n'a pas seulement été un exploit scientifique. C'était un moment sacré pour l'humanité. Et comme tout artefact sacré, il n'a pas échappé à une vérité bien connue. Ce qui est précieux attire les collectionneurs. Dès les années 1970, les premiers passionnés d'astronautique cherchent à acquérir des combinaisons spatiales usées, des manuels techniques de vol, des patchs de mission originaux, et surtout, des enregistrements audio et vidéo authentiques. La disparition des bandes SSTV a donc suscité une autre question.
inavouables mais plausibles. Et si quelqu'un les avait subtilisés, volontairement? En juillet 2019, lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's à New York, un lot de 3 bandes magnétiques marquées Apollo 11 EVA est mis en vente. Le prix de départ, 700 000 $. Le prix final, 1,82 million de $. L'acheteur, anonyme. Ces bandes ont été achetées par un stagiaire de la NASA dans les années 1970 pour la modique somme de 217 $. À l'époque, la NASA se débarrassait de vieux stocks non identifiés. Ce stagiaire les avait conservés, sans même les regarder, pendant plus de 40 ans. Mais étaient-ce les bandes originales SSTV? Non. Il s'agissait de copies NTSC, les mêmes que celles diffusées à la télévision mondiale. Mais cette vente prouve une chose. Des bandes de l'époque circulent encore. On les appelle les tape hunters, les chasseurs de bandes. Une petite communauté d'archivistes, d'ingénieurs à la retraite, de passionnés et de profiteurs. Certains d'entre eux se sont spécialisés dans la recherche, de copies non officielles des missions Apollo, d'enregistrements radio de Houston Control, d'archives privées conservées par d'anciens employés de la NASA ou du JPL. Témoignages anonymes, anciens ingénieurs. J'ai vu une bande marquée SSTV-11 dans une collection privée en 1993 chez un ancien technicien de Goldstone. Il refusait de la vendre. Il disait que ce qu'il avait sur cette bande ne devait pas être vu. C'est depuis les stations de Honeysuckle Creek et Parkes Observatory, en Australie, que les images SSTV d'Apollo 11 ont été initialement reçues avant d'être converties et envoyées aux télés du monde entier. Ces 2 stations étaient équipées pour enregistrer les signaux en format brut, sans conversion. La légende raconte qu'un ingénieur de Honeysuckle, en désaccord avec la décision de destruction des bandes, aurait secrètement fait une copie personnelle. En 2006, un groupe d'anciens employés lance une chasse aux archives perdues à travers l'Australie. Résultat, des fragments de bandes retrouvés dans un grenier d'université à Canberra. Des notes manuscrites mentionnant des doubles de sécurité. Une bande endommagée, étiquetée 11 SSTV Beta RAW, introuvable dans les archives centrales. Mais aucune n'est lisible sans le bon matériel. Voici le problème. Même si quelqu'un retrouvait une bande originale SSTV, il lui faudrait un magnétoscope Ampex FR900, introuvable aujourd'hui. Une configuration technique disparue depuis les années 1980. Une équipe allemande a tenté en 2011 de reconstruire un lecteur FR900 fonctionnel, en modifiant du matériel soviétique. Ils ont réussi à lire une bande météo ancienne, mais aucune bande Apollo ne leur est jamais parvenue. Cela pose une question essentielle. Et si quelqu'un possédait la bande, mais ne pouvait pas la lire? Une autre théorie évoque la possibilité que les bandes n'aient jamais quitté le gouvernement, mais aient été reclassifiées dans les archives militaires. Certaines unités de l'USAF, US Air Force, disposaient en effet de copies de tous les signaux entrants, y compris SSTV, dans le cadre de la surveillance satellitaire. Un rapport de 1984 déclassifié récemment parle de vérification croisée entre signaux SSTV Apollo et signaux d'objets orbitaux non identifiés dans la zone du LM. Cette phrase a fait bondir les passionnés d'ufologie. Mais au-delà des spéculations extraterrestres, cela confirme peut-être une autre hypothèse. Les bandes SSTV étaient plus sensibles que ce qu'on nous dit. Et leur disparition pourrait bien être une mise sous scellé. D'autres rumeurs circulent dans les réseaux de collectionneurs. Une copie complète SSTV serait conservée au musée de la science de Tokyo, mais non exposée. Un magnate suisse de l'horlogerie aurait acheté 20 bandes Apollo dans les années 1990 pour sa collection personnelle. Et plus étrangement, le Vatican posséderait une copie d'une transmission complète, envoyée par la NASA au Saint-Siège comme preuve de l'alunissage, dans le cadre d'un échange diplomatique. Rien n'est prouvé. Mais chaque piste rallume la flamme d'un possible miracle. La bande n'a peut-être pas disparu. Elle dort quelque part. Dans les forums spécialisés, un nom revient souvent. Whitecom77. Un ancien opérateur de communication à Goldstone, Californie. Selon des témoignages anonymes, il aurait enregistré en parallèle des transmissions officielles tous les flux SSTV entrant sur ses propres équipements personnels.
Il aurait ensuite quitté les États-Unis en 1982 pour s'installer au Costa Rica. Une enquête journalistique de 2012 par un média indépendant américain a tenté de retrouver sa trace. Ils sont tombés sur un homme âgé, passionné de radio, qui refusa tout entretien, mais laissa échapper une phrase. L'image qu'ils ont montrée au monde n'était pas celle que j'ai vue cette nuit-là. Imaginons qu'une copie soit retrouvée. Voici ce qu'il faudrait. Un lecteur FR 900 reconstruit, ou un simulateur numérique ultra précis. Un ingénieur capable de décoder le format SSTV brut. Un système de traitement vidéo pour restaurer l'image. Et surtout, le courage de la rendre publique. Mais dans un monde où les vidéos sont falsifiables, où les institutions sont méfiantes et où la mémoire est une monnaie, le défi ne serait pas technologique. Il serait politique. Au fil de notre enquête, un sentiment s'impose. Quelqu'un, quelque part, garde peut-être encore la bande. Par conviction, par peur, par volonté de préserver ce qui n'aurait jamais dû disparaître. Et peut-être qu'un jour, dans une vente d'archives oubliées, dans une cave poussiéreuse d'université, ou dans une transmission pirate interceptée sur une vieille fréquence radio, la vérité ressurgira. La dernière étape, l'heure du bilan. Des théories les plus folles aux hypothèses les plus rationnelles, nous tenterons de répondre à la question ultime. Pourquoi la NASA aurait-elle perdu les vidéos de l'alunissage? Et surtout, à qui profite l'oubli? Ce ne sont pas les faits qui dérangent, ce sont les questions qu'ils soulèvent. Carl Sagan, 21 juillet 1969. Plus de 600 millions de personnes retiennent leur souffle. Neil Armstrong prononce sa fameuse phrase « That's one small step for man ». La Terre est suspendue à l'image granuleuse de son héros marchant sur un autre monde. Et pourtant, cette image-là, ce signal vidéo historique, celui capté directement depuis la Lune en qualité originale, a été perdu. Pas détruit par une guerre, pas effacé par le temps, mais réenregistré volontairement, effacé, broyé, oublié. Pourquoi? Pour comprendre cette disparition, il faut comprendre une chose simple mais choquante. La mémoire institutionnelle est fragile. Surtout quand les budgets sont coupés, les priorités changent, et que l'idéologie prend le pas sur l'archive. Dans les années 1980, la NASA manque cruellement de bandes magnétiques. Le matériel SSTV est déjà obsolète. Et la mission Apollo est considérée comme terminée. Des employés, sans intention malveillante, effacent les bandes pour les réutiliser. Des ingénieurs jettent les manuels, les machines, les rapports. C'est l'ère du progrès, du renouvellement, pas du souvenir. Mais est-ce vraiment un simple accident administratif? Au fil de nos 5 premières parties, plusieurs indices troublants sont apparus. Aucune liste officielle des bandes SSTV originales. Des archives éparpillées ou reclassifiées. Des témoignages évoquant des images non montrées. Des pistes privées ou étrangères jamais vérifiées. Un manque criant de volonté institutionnelle de retrouver les bandes. Tout ceci soulève une possibilité plus grave. Et si ces bandes n'avaient pas été perdues, mais délibérément écartées? Des chercheurs, historiens et anciens ingénieurs ont formulé une hypothèse dérangeante. Le signal SSTV original, non compressé, non modifié, aurait pu révéler des éléments gênants. Parmi les théories évoquées, des anomalies lumineuses ou objets volants inexpliqués en arrière-plan. Une mise en scène technique partiellement révélée par la haute définition. Des mouvements ou détails non conformes au récit officiel. Est-ce du conspirationnisme pur? Pas forcément. Même des ingénieurs sérieux, comme ceux du JPL ou de l'Observatoire de Parkes, affirment que la perte de ces bandes n'a jamais été justifiée de façon rigoureuse. Et dans l'histoire des grandes puissances, toute image est une arme. Pour l'ennemi, pour l'opinion publique, pour l'histoire. On imagine souvent la NASA comme un colosse de technologie. Mais dans les années 1970 et 1980, elle était en crise. Fin des missions Apollo. Échec budgétaire du projet Skylab. Transition vers la navette spatiale. Dans ce contexte, économiser des bandes est un acte logique. Minimiser la nostalgie. Apollo permet de vendre l'avenir, la navette, puis Mars. Mais un choix plus stratégique aurait aussi été fait. Ne pas mettre en lumière ce que l'on ne peut plus contrôler. Les images NTSC, floues,
et converties sont sûres. Elles ont été validées, modérées, acceptées. Les bandes SSTV, elles, étaient brutes, imprévisibles, authentiques. Et dans une époque où la vérité est un champ de bataille, l'authenticité peut déranger. N'oublions pas, nous sommes en pleine guerre froide. Les États-Unis viennent de battre l'URSS dans la plus grande course symbolique du XXe siècle. Mais à quel prix? La peur de la falsification, le besoin de contrôle narratif, la crainte d'une exploitation politique. Autant de raisons pour lesquelles toutes les images brutes, non modérées, peuvent être perçues comme des menaces. Et ce qui menace l'ordre établi disparaît. Aujourd'hui encore, des passionnés, chercheurs, anciens employés de la NASA ou ingénieurs indépendants traquent les pistes restantes. Un fragment de bande dans une cave. Une boîte d'archives dans un musée oublié. Un fichier audio brut sur un vieux disque de l'USAF. Des courriers jamais ouverts dans les tiroirs de famille d'anciens employés. Ces chercheurs ne cherchent pas le scandale. Ils cherchent la vérité. La disparition des bandes Apollo 11, qu'elles soient accidentelles ou volontaires, nous enseigne une leçon capitale. Ce que nous ne préservons pas, nous l'oublions. Et parfois, ceux qui détiennent l'histoire choisissent ce que nous avons le droit de savoir. La conquête spatiale est un moment de gloire humaine. Mais elle est aussi un miroir de notre civilisation, nos grandeurs, nos erreurs et nos silences. Nous avons exploré la technologie de l'époque, les décisions administratives discutables, les enjeux politiques et géopolitiques, les témoignages mystérieux, les pistes privées et internationales. Mais une seule certitude demeure. Les bandes originales de l'alunissage ont disparu. Et cette disparition n'est pas seulement une perte matérielle. C'est une brèche dans la mémoire collective. À tous ceux qui croient que ce sujet n'est qu'un vieux débat oublié, réfléchissez à ceci. Si nous avons pu perdre la preuve visuelle d'un des plus grands exploits de l'humanité, qu'avons-nous d'autres perdus sans même le savoir? Voilà, nous avons exploré ensemble l'un des plus grands mystères de notre époque. La disparition des vidéos de l'alunissage d'Apollo 11. Nous avons voyagé à travers l'histoire, les théories, les énigmes et les secrets que l'on croyait enfouis à jamais. Mais au-delà des faits, des indices et des conjectures, ce qui reste surtout, c'est la réflexion que cette histoire suscite. Comment, dans un monde où l'information est notre plus grande richesse, peut-on perdre une partie aussi précieuse de notre héritage? Si cette quête t'a captivé autant que moi, alors il y a de grandes chances que, comme nous, tu sois devenu plus curieux encore, plus avide de comprendre ce que l'histoire nous cache. Je tiens à te remercier sincèrement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ton intérêt et ta passion pour les mystères de l'humanité sont ce qui rend ce voyage aussi unique et fascinant. Si tu as aimé ce voyage à travers les mystères de l'histoire, pense à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et surtout à partager tes réflexions en commentaire. Parce qu'ensemble, nous pouvons continuer à poser des questions et à creuser pour découvrir les secrets du monde. Merci encore pour ton temps et ta présence. Et n'oublie jamais, les mystères de l'histoire n'attendent que nous pour les révéler. À très bientôt pour de nouvelles énigmes sur Mystère et Savoir.